l'un des enjeux les plus brûlants du continent, loin des chiffres et des papiers. En tout cas, se cache la réalité de millions de paysans, d'éleveurs de communautés rurales qui voient leur patrimoine ancestral leur échapper. Si ces vastes transactions sont souvent présentées par les États comme un levier indispensable de modernisation et d'investissement agricole, eh bien, elles suscitent au cœur des territoires de vives controverses. Alors, s'agit-il d'un mal nécessaire pour le développement ou d'une nouvelle forme de dépossession? Pour explorer les zones d'ombre de ce fléau, nous recevons aujourd'hui pour vous Daouda Moussé. Daouda Moussé est expert, juriste foncier, consultant international, médiateur agréé près le CAMEC Bénin et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les politiques foncières que vous avez déjà lus peut-être. Monsieur Moussé, bonjour. Bonjour, monsieur Francano. Merci d'accepter notre invitation ce dimanche. Pour conduire ce premier numéro du mois de mars de votre émission Zone Franche, je suis avec Eric Guédénon. Eric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, monsieur Daouda Moussé, bonjour. Bonjour monsieur Eric. Accaparement des terres en Afrique, qui décide, qui profite et qui perd, c'est le thème du numéro de Zone Franche de ce dimanche. Nous savons que la terre est un enjeu dans notre communauté, dans notre culture, et on entend assez souvent cette expression accaparement des terres. Selon vous, qu'est-ce qu'on définit réellement par, je dirais, cette phrase accaparement des terres? Une fois encore, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je voudrais renouveler mes civilités à l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne, sans oublier le personnel de Canal 3 et particulièrement les hommes de Londres, les hommes de la magie, grâce à qui nous sommes vus sur le monde entier. L'accaparement de terre, vous pouvez comprendre par là la dépossession, la ruée, l'appropriation à grande échelle des terres, des mains des présumés propriétaires, des exploitants, des possesseurs de terres, pour ne citer que ceux-là. Alors, vous avez dit la ruée, la dépossession, ça veut dire que c'est en grande superficie. C'est pourquoi nous disons tout à l'heure à grande échelle, c'est-à-dire c'est des superficies, des centaines, des milliers de superficies de terre qui sont dépossédées, qui sont arrachées des mains de ces présumés propriétaires, de ces exploitants. Alors, à partir de quel moment un investissement devait-il une dépossession? Oui, à partir du moment où ceux qui utilisaient, ceux qui pratiquaient des activités essentiellement agricoles, si vous voulez, à côté, la chasse, la cueillette, les activités agricoles sont dépossédées, sont vues, la seule matière qu'ils ont, qui n'est que la terre, à partir du moment où toute une région, tout un village s'est vu dépossédé, éloigné de sa terre pour des exploitants étrangers ou modernes, vous ne parlerez que d'accaparement ou de dépossession de terres à grande échelle. Alors, sur notre continent, Dieu seul sait combien l'Afrique est victime de cette façon de faire, puisque nous avons un continent qui est très convoité pour ses ressources et donc pour ses terres. Nous avons des exemples au Zimbabwe comme en Afrique du Sud, où la question des terres est devenue parfois source de conflits. Alors, quelle observation faites-vous justement de la gestion des terres sur notre continent? Alors, il faut déjà comprendre que ce n'est qu'en Afrique du Sud, au Zimbabwe, peut-être vous avez évoqué ces deux pays pour dire un tant soit peu que à une époque donnée, à un moment donné, nous avons vécu presque en direct ce qui s'est passé dans ces pays-là. Nous avons au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, tous ces pays de l'Afrique noire ont vécu cela. L'accaparement n'a pas pour origine ou pour date 2026.
c'est un fléau qui a commencé depuis très longtemps, depuis la colonisation. Mais il a pris corps véritablement dans les années 2000, 2005, 2008. Chez nous? En Afrique. Ok, d'accord. En Afrique. Nous avons commencé par la colonisation, mais beaucoup plus, les phénomènes d'accaparement ont pris corps dans les années 2000, 2005, 2008, pour dire qu'en réalité, que ce n'est pas, le véritable problème n'est pas les colons. C'est beaucoup plus nous, parce qu'aux années 2000, 2005, 2008, nous sommes, la plupart des pays africains sont devenus déjà indépendants. C'est ça. Allez, vous avez parlé d'arracher. Le mot est assez violent. Et quand on arrache quelque chose, c'est sans le consentement de la personne, c'est sans quelque forme de procédure. Et comment on peut comprendre cela? Oui, pour atteindre leurs objectifs, les dirigeants appuient sur deux leviers. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'expropriation forcée, et il y a ce qu'on appelle l'appropriation par concentration des terres. Alors, c'est quoi l'expropriation forcée? C'est une méthode par laquelle les dirigeants arrachent des terres de grande superficie sans aucune forme de procès, des fois sans dédommagement. Donc là, on est devant une sorte de violation des droits humains. Et la deuxième méthode, c'est l'appropriation par concentration. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Il s'agit, pour ces dirigeants, pour ces grands exploitants, de proposer des ventes, des achats de terres. Et donc, ils procèdent par des achats de terres ou bien par des locations de terres. C'est vrai, vous allez dire que ce n'est pas de la violation, parce que lorsque vous venez vers moi, vous me proposez des achats, si je ne veux pas, je n'y vends pas. Donc, on peut penser qu'il y a quand même le consentement pour pouvoir acheter cette terre. Mais c'est une violation en réalité déguisée. Pourquoi déguisée? Parce que vous allez vers des populations qui ont le dos au mur et qui n'ont que comme source de revenus la seule terre qui leur produisent et nourriture et manger et accompagner leurs enfants dans la scolarisation. Quand vous allez vers eux, alors que vous savez qu'ils n'ont rien que ça, ça veut dire vous savez qu'ils ont besoin de l'argent. Et que si vous leur proposez l'achat des terres, ils vont tomber dans la nasse. Et non seulement vous achetez à vil prix, mais lorsque vous proposez qu'ils vous louent ces terres, c'est que vous ne louez même pas à des prix réels. Donc c'est en réalité le reflet d'une autre violence. Voilà un peu comment les leviers sur lesquels, dans les pays africains, les gens appuient, les gouvernants appuient pour pouvoir arracher des terres aux exploitants, aux populations. Est-ce que vous pensez que tout le monde a la même compréhension de qui est propriétaire des terres? Alors, quand je prends l'exemple où que c'est l'État qui a besoin d'un espace pour ériger une infrastructure, on dit souvent que c'est l'État qui est propriétaire des terres. À partir de ce moment, est-ce que l'État n'a pas le droit de disposer de sa terre quand il en a besoin? Si vous plongez dans cette interrogation, je crois que nous n'allons pas finir ici, parce que en tant que spécialiste, ce que je vais vous dire, c'est vous qui posez les questions, mais je voudrais vous dire, entre l'État, les États africains, la constitution de ce qu'on appelle État et les populations, qui a vu le jour en premier? Autrement dit, est-ce que l'État existe avant les hommes? La réponse est non. Les populations existent avant que l'État ne se crée. À partir de là, l'État est venu voir des populations qui sont en train d'exploiter des terres. Alors,
à qui appartient la terre, ça peut se discuter. Lorsque je suis dans ce registre, je peux vous dire... Mais ce sont les populations qui ont accepté, qui ont décidé que l'État les représente. Non, là, vous parlez de la donné construction... pouvoir à l'État Oui. d'exercer tellement de prérogatives dans leur vie. Oui. De décider de ceci ou de cela. Oui. L'État doit, à partir du moment, avant que l'État ne se crée, l'État est venu voir des populations qui exercent sur des terres. On dit vulgairement que la terre appartient aux premiers occupants. Vous êtes venus les voir. Et non, que la terre pour survivre à travers l'agriculture, la chasse, la cueillette. Et lorsque vous venez, c'est que vous êtes obligé de considérer que, a priori, les terres appartiennent aux populations. Si on est dans le registre que les populations existent avant l'État. Maintenant, est-ce que les terres appartiennent aux populations de sorte que l'État qui est constitué ne puisse pas avoir de terre pour sa politique, notamment les infrastructures, la route, etc. La réponse est non. Comment y arriver? Est-ce qu'il faut déposséder? La réponse se trouve là. Est-ce qu'il ne faut pas entrer dans une négociation? Est-ce qu'il ne faut pas légalement acheter? Mais là, est-ce que l'État ne sera pas faible à un moment donné? Quand vous entrez en négociation, l'intéressé ou celui que votre interlocuteur peut refuser, comme il peut accepter. Non, quand vous prenez l'article 22 de la Constitution béninoise, par exemple, et je crois que c'est un peu partout dans tous les pays africains, on a dit nul n'a le droit de se faire priver de sa propriété si ce n'est que pour l'expropriation, pour cause d'utilité publique, et bien même avant l'expropriation, c'est qu'il faut dédommager la personne. Alors si le constituant, si la loi, le législateur parle de la possibilité d'exproprier, ça veut dire, avant tout, le législateur reconnaît que la terre appartient à quelqu'un. Alors si c'est si clair dans un test et dans l'esprit de nos concitoyens, mais aussi de l'État, comment se fait-il qu'on observe dans nos États, je voudrais justement donner l'exemple du Bénin, nous avons vécu pas mal de scènes ces dernières années, un monsieur qui était perché sur un immeuble, qui criait, voilà, et qui ne voulait pas qu'on arrache son domaine. Nous avons vu pas mal de chantiers dans la zone de Fudjour-Saï-Togma, où des populations y vivaient, et puis tout ça. Alors, comment, avec cette compréhension des tests que nous avons, des problèmes existent encore? Même quand l'État décide de dédommager, on estime que c'est insuffisant. Quand l'État décide de réaliser une infrastructure, on estime que non, l'État n'a pas le droit de réaliser telle infrastructure à ce niveau. Le problème se trouve à quel niveau? Oui, je crois que ici, nous parlons de l'accaparement des terres à grande échelle. Ça veut dire, nous étions en Afrique, bien sûr, dans les pays d'Afrique. Et si vous prenez cet exemple du Bénin, je vais vous dire d'abord que nous ne sommes pas dans ce cas précis, un cas que je connais bien. Les populations béninoises ont vécu en direct ces images. Il s'agit d'une portion de terre, même lotie, j'allais dire. Il s'agit d'une situation de terre qui se trouve dans une zone viabilisée déjà, dans une zone lotie. Je serais peut-être plus technique que social. Je sais qu'il y a le volet social, technicien. Mais il y a le volet technique. Lorsque nous avons une loi dans une république, on la respecte. Est-ce que la Constitution a prévu les expropriations? C'est oui. Est-ce que le Code foncier domanial béninois a prévu ce genre de forme d'expropriation pour cause d'utilité publique? C'est oui. Et non, nul ne peut s'opposer à l'expropriation pour cause d'utilité publique, que ce soit au Bénin ou dans les autres pays d'Afrique. Vous ne pouvez pas vous opposer à l'État, à l'expropriation. Dès que c'est clair dans les tests, pourquoi vous résistez? Vous ne résistez pas. Vous vous contentez peut-être de constater que le montant pour vous indemniser, est-ce que c'est la juste valeur? Est-ce que c'est ce qui est prévu par les tests? Si c'est ça, vous continuez
Si ce n'est pas ça, vous pouvez saisir le juge judiciaire pour vous plaindre. Donc voilà. Ça, c'est le cas présent que j'ai évoqué. Alors, quand je reviens dans le sujet de notre débat, le monde évolue aujourd'hui. J'évoquais tantôt que la terre est devenue un enjeu dans nos communautés, même dans nos États. Parce que nous voulons plus d'industrie, nous voulons développer plus de l'agriculture et donc nous avons besoin de plus de superficie, n'est-ce pas? Alors, comment on doit faire une bonne gestion des terres pour que, autant nous devons satisfaire à nos besoins, autant nous devons aussi respecter je dirais, cette démarche de propriété des populations. Alors, quand je viens pour le cas du Bénin, et d'ailleurs de beaucoup d'autres pays africains, tels que tous les pays dont on a cité, les dirigeants africains ont raté un tournant de l'histoire. Après la colonisation, dès que, à partir du moment où les colons se sont repliés dans tous les pays africains, alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire, ces dirigeants? Ils allaient simplement chercher à exproprier toutes les terres, chacun dans son état. Et vous savez pourquoi? Lorsque nous parlons de la colonisation, c'est 60 ans en arrière, c'est 40 ans, 50 ans. Lorsque vous prenez le Bénin, juste après l'indépendance, nous étions au nombre de combien? À peine 4 millions, 5 millions. Pour la même superficie, tenez-vous tranquille. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que facilement, on pouvait aller à pas à l'accaparement, pas à la dépossession, mais à l'expropriation. Des terres. Des terres. Ça veut dire quoi? Nous constatons que c'est vous qui utilisez ces terres. Mais pour des besoins d'utilité publique, nous allons vous l'arracher et vous dédommager. Si les dirigeants africains avaient pensé... Est-ce que cela n'allait pas créer des conflits, des sources de tension? C'est pour cela que je disais, 40 ans, 30 ans avant, nous étions un. Au nombre de combien? Que ce soit au Bénin, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Quand vous enlevez 30 ans de l'époque où nous étions. Chacun, dans chaque pays africain, vous n'allez pas voir 13 millions de Béninois comme aujourd'hui. Vous n'allez pas voir... Il y avait plusieurs... Quand on dit qu'on a exproprié, on ne veut pas dire... L'État ne veut pas forcément dire qu'on vous dépossède des terres. Mais c'est bien ce que ça signifie. Non, ça signifie puisque, in fine, on construit des infrastructures. Non, écoutez, écoutez, quand on parle de dépossession, d'accaparement de terres à grande échelle, vous pensez à quoi? Apparemment, vous êtes ici dans des milieux humains. Non. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que nous occupons la première place. Je n'ai pas vérifié ça. En matière de coton. Oui. Ça voudrait dire quoi? Nous avons emblavé plus de superficie. Donc, nous ici, moi, je vous parle des grandes superficies de terre. Et si l'État décidait, par exemple, de nationaliser toutes les terres ou bien d'exproprier toutes les terres, c'est pour vous dire... de ne rendre personne propriété des terres. Absolument, même vous utilisez. C'est-à-dire, on vous donne... À tout moment pour vous la prendre. Absolument, mais... Donc, on nous a raconté cette histoire que vous connaissez. Quand vous circulez dans nos contrées et que vous voyez des espaces vides, on a le sentiment que personne n'est propriétaire. C'est quand vous vous rapprochez du site que vous commencez par tenter une action, eh bien, que vous vous rendez compte en réalité, il y a un propriétaire ou des propriétaires. Pour finir avec ça, puisque ça va faire naître des conflits, pour finir avec ça, on pouvait, l'État, pas maintenant, on a dit qu'on a raté un tournant de l'histoire. On pouvait dire toutes les terres du Bénin appartiennent à l'État. Et puis ça Lorsqu'on dit ça, le paysan qui est en train d'emblaver 100 hectares de terre, on ne le déguerpit pas. Mais il sait que la terre là appartient à l'État et que lui, il n'a que des droits d'exploitation. Ça ne veut pas dire qu'on vous a dérangé. Vous pouvez même rester là à l'infini. Mais vous n'aurez pas le droit de morceler et de vendre comme vous voulez. Vous n'aurez pas le droit, parce que ce qui nous gâte, c'est quoi? Oui. Pour des générations futures, dans tous les pays africains, c'est la famine. Si vous acceptez
qu'une seule personne détienne des hectares. 100 hectares, et qu'il peut procéder à des morcellement, À la vente. mais la vente profite aussi à notre citoyen. Non, qui a attendez, peut-être vous oubliez... un besoin d'habitation, un autre projet. Non, l'habitation, pays se construit. Vous savez, ce sont n'allez les pas remplacer... villages d'hier qui sont devenus les villes d'aujourd'hui. Ainsi va la vie. Non, pas en désordre, parce que lorsque vous prenez le PDC, le plan de développement communal d'une commune, vous avez les zones d'habitation, Oui. vous avez les zones commerciales et industrielles, et vous avez des zones agricoles. Donc, il n'y a pas d'interférence. Non, mais Vous cela, n'allez monsieur- pas transformer des cela- zones agricoles. Cela ne se décrète pas, monsieur Lespet. Vous savez, nous avions connu des environnements qui étaient considérés comme des environnements agricoles, mais progressivement, avec, comment on dit, le travail des hommes, ces environnements sont devenus des habitations plus tard. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est Oui. ce qu'il faut interdire. Oui. Ça dit, l'installation anarchique des populations nous conduit à ce que les terres qui devaient être réservées Oui, à mais l'agriculture... est-ce que la faute ne revient pas aux États ou aux communautés qui dirigent lorsque nous n'avons pas une bonne politique de gestion de nos terres? Je suis Si d'accord par avec exemple, vous. vous allez dans une zone, dire Oui. normalement, Oui. ces gens-là ne devraient pas être installés dans Ouais. telle zone Oui. parce qu'il était prévu qu'on construise une usine Oui. une usine de Oui. gainage de coton et tout, et après ils se plaignent de ce liées au bruit, aux fibres que dégage l'usine et tout. Mais comment régler ça? Ces 10 dernières années, nous ne rétrécissions pas. Nous prenons simplement le cas de Bénin. Vous allez voir ces 10 dernières années avec le gouvernement de Patrice Talon, mais vous n'êtes pas une commune sans ne pas respecter ce qu'on appelle le plan de développement communal. Et je suis en train de vous expliquer ici que un plan de développement communal doit que dans cette zone, c'est rien que des habitations. Dans l'autre zone, dans la deuxième zone, ce sont des zones, des commerces et des industries. Et dans cette troisième zone, c'est rien que l'agriculture. Si nous permettons aux détenteurs de cette terre de zone agriculture de morceler et de vendre, les populations vont s'installer. Et c'est pourquoi tout à l'heure, à l'État, on va vous dire, les 100 hectares là, faites vos cultures, mais vous n'aurez pas la possibilité. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelques années en arrière, nous étions que 4 millions. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes 13. Oui. Qu'il faut loger, qu'ils doivent se trouver. Les occuper quand même. Oui, je vais vous donner la solution. La solution, ce n'est pas d'éviter toutes les terres. Parce que si nous nous occupons en Afrique les terres de façon anarchique, la génération future, est-ce que nous regardons droit devant nous pour constater que nous sommes à l'aise? C'est vrai aujourd'hui. Nos enfants, que réservons-nous à ces enfants en matière? Il n'y a pas de richesse sans l'agriculture. Je défie. Il n'y a pas de richesse sans l'agriculture. Et pour faire de l'agriculture, il faut des terres. Si nous nous permettons de nous installer la démographie accroît, c'est une grave erreur, alors qu'il y a une autre solution. Ailleurs au Nigeria, il faut aller à la politique de la construction verticale au lieu d'aller à la politique de la construction horizontale. Alors, et là, Monsieur Moussé, j'ai envie de poser dans des forats au plan africain. Quel aperçu vous avez ensemble, vu que nous n'avons pas les mêmes histoires? Vous prenez le Rwanda par exemple, ils ont connu la guerre. Vous prenez même la Côte d'Ivoire tout près ici, ils ont connu. Eric a donné ce cas en Afrique du Sud. Quel est l'angle que vous choisissez pour débattre de ces sujets au plan africain? Oui, vous allez déjà constater que
l'accaparement des terres en Afrique a lieu à cause de 3 phénomènes que nous soignons au Zimbabwe, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique du Sud. Il y a qui ont conduit à l'accaparement des terres à grande échelle. Nous avons la colonisation. Oui. Et nous avons la mondialisation ou le libéralisme des échanges. Alors, ces 3 processus, tous les pays africains ont connu ces 3 processus. Lorsque nous avons des États africains, le colon, pour arracher des terres, a introduit dans tous les États africains ce qu'on appelle le dualisme juridique. Le dualisme juridique est caractérisé par la reconnaissance des droits locaux. C'est-à-dire que vous êtes des paysans, on reconnaît que c'est vos terres, c'est vous qui exploitez ces terres. Mais à côté, le blanc a introduit la population, qui est une procédure exportée de l'Occident pour imposer au pays tout à l'heure les droits locaux que nous avons, c'est-à-dire la procédure de l'immatriculation qui aboutit au titre foncier. Autrement dit, nous on appelle ça aujourd'hui la confirmation des droits fonciers au Bénin, mais tous les autres pays africains l'appellent l'immatriculation qui aboutit au titre foncier. Ce qu'on appelle le titre foncier, c'est une exportation occidentale. Et le titre foncier, le blanc l'a imposé comme un droit plus supérieur à tous les autres droits que les locaux ont. Et donc, quand il a le titre foncier, ça veut dire que cette terre, le titre foncier, est par nature défini. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. Et d'ailleurs, au niveau du Bénin, depuis 2017, et à la faveur de la révision de notre code foncier, le titre foncier a cessé intangible pour aller à une intangibilité absolue. Ça, c'est la première fois, quand vous prenez les pays africains, je crois que c'est notre législature qui a adopté cette posture. Mais du titre foncier. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, quelqu'un possède une terre où il a déjà érigé un bâtiment là-dessus et que l'État a absolument besoin de cette terre-là, si c'est le titre foncier est déjà obtenu, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on parle de l'expropriation dans les pays africains, l'expropriation ne s'opère pas dans des milieux viabilisés. C'est très rare que l'État vienne des quartiers qui sont lotis. Non, on a besoin de grandes superficies pour des infrastructures. Vous allez donc constater que très généralement, des terres qui appartiennent face à l'État. Non, ça c'est l'exception. Ça c'est l'exception. Le titre foncier. Dès lors qu'il a procédure d'expropriation. S'il n'y a pas procédure d'expropriation, l'État ne peut pas venir arracher votre titre foncier. Non, du tout pas. Voilà. Allez, on va évoluer dans le débat. Vous avez commencé par évoquer les... Alors, voilà, je disais tantôt les procédures qui ont conduit, n'est-ce pas, dans tous les pays africains. Nous avons 3 grands processus. Nous avons la colonisation et nous avons démontré comment est-ce que le colon parvient à arracher des terres. C'est en introduisant le dialogue juridique
c'est-à-dire la reconnaissance des droits locaux et le titre foncier. Et après, nous avons la collectivisation forcée des États. Là, il faut comprendre que la notion du paysanat, les structures agraires ont été violemment touchées. Et les dirigeants, pour parvenir à leur fin, essayent de créer des villages de toutes pièces, de pousser donc, c'est-à-dire de délocaliser des populations entières vers des nouvelles sites, des nouvelles régions créées de toutes pièces. Parce que les zones où elles sont déplacées, ce sont des zones déjà enviées par les dirigeants, des zones agricoles, des zones fertiles. Il faut donc les déplacer. C'est ça qu'on appelle la villagisation des populations africaines. Il faut les déplacer, alors que vous savez, les créer d'autres quartiers, d'autres villages. C'est parce que vous voulez utiliser ces terres qui sont agricoles. Troisième procédure, c'est la mondialisation et la libéralisation qui ont contribué aussi à l'accaparement des terres dans les pays africains. Ah oui, alors dans les cas où il y a accaparement de terres, pourquoi on a parfois l'impression que les gouvernants, les responsables ne se présentent pas comme des boucliers pour défendre ces communautés-là à qui on arrache les terres? Justement, monsieur Franck, monsieur Eric, tout à l'heure, nous étions en train de dire que le phénomène d'accaparement des terres à grande échelle a commencé au temps du colon, mais que ça a pris corps à partir des années 2000, 2005, 2008. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il s'agit, nous étions dans une nouvelle forme de colonisation parce qu'il s'agit de nous-mêmes, il s'agit des gouvernants, il s'agit des hommes, des opérateurs comme des hommes d'affaires africains qui accaparent cette terre. Le colonisateur partit déjà depuis les années 1960. Alors, ça voudrait dire justement que, monsieur Franck, il n'y avait pas une volonté des gouvernants pour protéger leur propre population. D'autant plus que ces accaparements même ont lieu par leur propre fait. Cependant, il y a... Par le propre fait comment? C'est-à-dire, ce n'est pas le colonisateur en 2005-2000. Ce n'est pas le colonisateur. Ça veut dire... Qui sont ces nouveaux acteurs qui favorisent cet accaparement de nos terres? Il s'agit... On peut les nommer, non? Non, il s'agit des gouvernants dans chaque pays africain. Destin de toute une communauté, de tout un pays. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, vous acceptez faire des contrats à des investisseurs, des promoteurs agricoles, d'exploitation de 200 hectares, 200 000 hectares, vous êtes des gouvernants. D'accord. Oui. Aux étrangers. Ce n'est pas bénéfique pour l'État? Attendez, vous mettez les populations ouf. Alors peut-être que le gouvernement s'est convaincu de ce qu'en faisant ça, il y aura de l'emploi, c'est peut-être de l'agrobusiness. Vous y pensez? Lorsque vous prenez, par exemple, des exploitants étrangers qui doivent, par exemple, dans le cadre de l'exploitation des minerais, de l'or, du pétrole, qui doivent détruire des milliers d'hectares. Soi-disant, il y a une contrepartie pour le gouvernement, ces terres qui sont en train d'être détruites. Mais le gouvernement aussi a besoin, ou bien ces gouvernants ont besoin. Voilà. Quel est le juste milieu? Quel est le juste milieu qu'on peut trouver? Par exemple, si j'entends votre raisonnement, oui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas Glodibé. Glodibé, c'est ici. Et voilà, on sait que c'est une concentration de beaucoup d'industries qui se sont installées dans la zone. Est-ce que nous comprenons? Vous êtes dans le système d'expropriation
Non, qui est une chose légale. Non, on veut comprendre et Oui. voir le juste milieu Oui. entre le besoin pour un État Oui. de développer son pays, de signer des contrats avec des industries qui viennent s'installer sur le territoire en développant de pôles industriels avec beaucoup de recrutement et tout ce que vous connaissez, agrobusiness, industrie de ceci ou bien de cela. C'est aussi la responsabilité de l'État de le faire. Et on a besoin d'espace. Quel est le juste milieu? Ok, je vous donne cet exemple pour qu'on se comprenne beaucoup plus. Vous signez un contrat d'utilisation de l'or sur, par exemple, 200 000 hectares de terre. Et vous estimez que ces investisseurs vont créer de l'emploi, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous pensez que lorsque de l'or sous cette terre-là, qu'est-ce que ça va devenir? Ça veut dire eux, ils finissent de dégrader des centaines de terres et ils se replient. Alors, Puisque- je vous retourne une question. Oui. Si vous étiez gouvernant Oui. et vous avez des exploitants qui s'amènent, qui disent on veut exploiter 2000 hectares de terre pour exploiter tout ça, l'or et tout, vous avez de l'argent en contrepartie, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, il n'y a pas de profit qui ne puisse pas profiter à votre population. Oui, mais les populations, l'argent que vous recevez, vous pouvez construire un centre de santé, vous pouvez, c'est pas, Construire des construire écoles. un forage, une école, c'est aussi en faveur des populations. Non, nous n'allons pas voir la chose de ce temps parce qu'en réalité, Mais il faut en c'est- discuter. Quand vous avez une opportunité, Oui. vous discutez du pour et du contre, qu'est-ce que cela nous rapporte et tout, et vous prenez une décision. oui, en réalité, vous êtes en train de... Je voudrais que vous voyez, c'est-à-dire la seule porte de sortie de l'agriculture. Venez. Parce que vous voulez faire un contrat qui va vous apporter de l'argent. Et vous faites un contrat où on dépossède l'agriculteur de son bien, c'est-à-dire le seul bien que lui a. C'est de ça. Il est un paysan qui brave plus de 100 hectares par an. Il ne vit que ça. Et un jour, on vous dit au nom non, vous avez jamais vu ça. Puisque la problématique est Vous très avez bien posée. vu, si l'État avait de terre pour aller reléger, il n'allait pas exproprier. Non, ici, la zone en tout cas, elle est ciblée par Quand l'exploitation. vous prenez aujourd'hui en Afrique, moi qui ai fait des travaux, je n'ai jamais vu un pays qui sincèrement dit je vais exproprier 100 hectares appartenant à des gens et systématiquement je vais vous reloger, alors même que c'est le principe même ça. C'est ce que recommande la Banque mondiale. C'est le principe sacro-saint, c'est-à-dire si vous expropriez un individu, vous lui dépossédez de ce que la loi, la force lui a donné comme droit humain. À partir de ce moment, vous, en tant qu'État, vous avez l'obligation de lui trouver une autre terre. On appelle ça de la compensation. Mais les États n'ont jamais eu de terre de réserve pour autant aller reloger des gens. C'est pourquoi, généralement, vous voyez que c'est des indemnisations. C'est-à-dire, lorsque on vous exproprie, Faites des populations elles-mêmes. Par exemple, on vous déloge d'une zone dans... Vous devrez aller à Alada. Parfois, elles refusent. Elles se disent, mais je ne peux pas quitter un milieu urbain pour une zone où, considérée comme un peu reculée. Faites des populations elles-mêmes pour ce qui est de la compensation. non, vous êtes dans
Est-ce que vous avez eu une fois un exemple où l'État, moi je ne voudrais même pas que, c'est vrai, l'exemple que vous connaissez le mieux c'est le Bénin, mais il y a plusieurs autres États. Est-ce que vous pouvez donner un cas ici où les populations ont été expropriées d'une zone et l'État leur propose la réinstallation dans une zone où elles s'opposent? Ce qu'on entend souvent, le discours, nos parents toujours habités, nous sommes nés sur cette terre, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est souvent ce qu'on entend, même dans d'autres pays, sur des reportages, sur RFI, sur les chaînes internationales, vous les voyez, on a tout fait ici, c'est notre cordon ombilical, notre cordon ombilical a été enterré ici, on ne peut pas aller ailleurs. Oui, c'est légitime parce que vous savez, lorsque vous prenez un pays, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire même, et la terre est déifiée. La terre est représentée comme un petit dieu. Les hommes et la terre, c'est toute une histoire. Donc quand des gens vous disent que c'est ici qu'on est né, c'est ici qu'on a enterré, c'est douloureux. Mettez-vous à leur place de quitter sans leur consentement un jour comme ça. Cependant, vous allez constater que la bataille, de façon légale, c'est beaucoup plus sur ce qu'on leur paye. Les populations réclament beaucoup plus sur le montant. Et parce qu'ils se disent, quand vous me payez ceci maintenant, est-ce que vous êtes sûr qu'avec ce montant, je pourrais trouver une parcelle parce que les parcelles ont pris de coûts, etc., etc. Donc je crois que pour ce qui concerne les expropriations pour cause d'utilité publique, la bataille des populations, elles ont compris que, même si c'est douloureux, elles ont compris que lorsqu'il s'agit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il vaut mieux tourner les négociations vers ce qu'on me... Je ne vais pas quitter parce que vous ne pouvez pas résister à l'État. Ce n'est pas le fait du Bénin, ce n'est pas le fait de la Côte d'Ivoire, c'est dans toutes les législations africaines que l'expropriation, aucun citoyen ne peut résister à l'expropriation. Je reviens à cette problématique qu'on évoquait tantôt entre le besoin pour l'État de se développer et le besoin de protéger les terres pour nos communautés. Voyez, nous avons des ressources minières dans nos États. Alors ces ressources, nous n'avons pas la capacité de les transformer. Il faut forcément des entreprises étrangères pour la plupart dans nos États. L'or, l'uranium et bien tout ça, ce sont des entreprises étrangères qui viennent dans nos États signer exploiter ces ressources-là. Alors, comment on fait? Quelle est la conduite à tenir pour, dans le profit d'exploiter ces ressources au bénéfice encore des populations et dans le souci aussi de protéger ces terres-là au bénéfice des populations? Si vous voulez ma proposition, oui, en tant que spécialiste, espère. Je vous dirais d'abord... Puisque j'imagine qu'à la tête de l'État, nos chefs d'État sont souvent confrontés à ces... Je vous dirais d'abord, vous voulez aller dans cette politique, c'est de faire en sorte que ces exploitants, ces présumés propriétaires, soient concernés par le projet. Il ne s'agira pas de dire, voilà, je vous ai exproprié, voilà votre argent déguerpissé. Il s'agissait d'abord de vous leur dire, de leur faire montrer l'utilité, du projet. Deuxième chose, il s'agit de leur dire, par exemple, lorsque le projet va voir le jour, vous avez 5% d'action dans ce... J'en viens. Quand je dis action, c'est en termes de quoi? C'est en termes de vos enfants et vous-même, vous serez priorisé pour travailler dans cette usine. Vous parlez de l'emploi, par exemple. Absolument. C'est-à-dire, vous les comptez même parmi le comité d'administration. Il faut qu'ils soient participent. Il faut qu'ils se disent que oui, nous avons vu nos terres s'envoler comme ça, mais
les dividendes. En termes d'abord de ce que c'est nous d'abord que c'est nos terres qui sont partis. Donc, il faut leur démontrer, il faut leur montrer, il faut qu'ils participent à la gestion de ce projet parce que, ils auront des dividendes. C'est bien possible. Vous parlez d'un État qui veut s'organiser. Il faut qu'ils soient recrutés. De préférence. Mais s'ils ne sont pas qualifiés pour les métiers, non, il faut trouver. Vous êtes en train de dire quelle est la politique qu'il faut pour qu'au même moment, qu'on protège l'intérêt de l'État. Il faut protéger l'intérêt des populations. C'est très bien ce que vous dites. Mais pour y arriver, on n'a pas... Quand vous prenez par exemple le cas du Bénin, nous avons un président très intelligent à la tête du pays. Ce n'est pas ces réflexions qui vont manquer à tout un État. Comment nous faisons pour que ceux qui ont... pour qu'ils soient vraiment participatifs, qu'ils soient intéressés au-delà de l'argent que nous leur donnons. D'accord. Allez. C'est très important de passer à cette chose. Vous allez voir qu'ils vont se sentir concernés dans le projet. D'accord. Vous connaissez un peu notre mentalité, la mentalité des peuples africains. Vous avez dit tout à l'heure que la terre est très attachée à leur lopin de terre. Vous pensez vraiment que c'est des solutions plausibles, c'est des solutions qui marchent dans les négociations? Vous dites seulement, votre fils va travailler dans l'usine ou va travailler avec les exploitants, vous aurez tel et tel. Vous pensez que c'est suffisant pour convaincre des peuples africains leur terre? Mais monsieur Franck, monsieur Eric, nous sommes à une étape où simplement ce que les États africains font, on vous dépossède et on vous paye et vous allez. Vous ne voyez pas que, en plus de l'argent qu'on va vous payer, si on vous proposait, si on vous fait ce genre de proposition, vous gagnez en quelque chose. Parce que vous n'avez pas le droit de vous opposer à l'expropriation pour cause d'utilité. Donc moi je crois que... Alors, oui. Au Bénin, la législation interdit désormais aux non-nationaux d'acquérir des terres en milieu rural. De quoi retourne précisément cette règle et comment cela s'applique? Oui, depuis le code foncier et domanial promulgué en 2013 pour le cas du Bénin, en 2018 pour le cas du Togo, en 2009 pour le Burkina, en 1980. C'est encore plus ancien. Absolument. Et dans tous ces pays, vous partez du Bénin, moi je pense que le principe est clair. Les non-nationaux ne peuvent pas acheter des terres rurales, des terres rurales, des terres agricoles, au Bénin et dans tous les pays que je viens de citer. Et puisque vous me parlez particulièrement du Bénin, je vais vous dire systématiquement que les non-nationaux ne peuvent pas venir acheter, ça veut dire des étrangers, ne peuvent pas venir acheter de terres rurales au Bénin. Cependant, on leur accorde des baux amphithéotiques, des concessions, des autorisations d'exploitation. Il faut nous dire ça en termes clairs pour les spectateurs. Okay. Ouais, c'est trop technique là. Ok. Lorsque vous êtes étranger et que vous résidez au Bénin, vous ne pourriez pas acheter des terres agricoles, c'est-à-dire en français facile des terres rurales, parce que vous êtes étranger. Cependant, vous... Bon, c'est quoi? Un bail, c'est une location de terre de très longue durée. À 99 ans. Autant vendre. Non, ça vous dit quoi? Mais dans une vie, mais c'est beaucoup. Oui, c'est pour vous dire qu'en réalité... Autant vendre à la personne, non? Oui, non, c'est pour vous dire qu'en réalité, on n'est pas
on n'a pas fermé la porte. On n'est pas contre le fait Le que fait les que gens vous viennent devez exploiter. venir investir. Cependant, il faut protéger, c'est une question d'intégrité foncière. Au même moment qu'il faut protéger le patrimoine foncier national, attirer les investisseurs en leur permettant de faire des concessions. C'est une histoire de souveraineté foncière, mais au même moment d'attractivité économique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mesure protectionniste? C'est une mesure protectionniste, c'est pour toi d'intégrité foncière et au même moment d'attractivité économique. Donc, on vous permet de venir, pas pour acheter des terres rurales, mais vous avez accès à nos terres rurales parce que vous pouvez posséder pas des Alors, dans tous ces pays que vous concessions. avez cités, est-ce que effectivement la règle est appliquée? Alors, vous allez voir tout à l'heure, parce que nous n'avons pas peut-être fini, les étrangers, les non-nationaux n'ont pas le droit d'acheter des terres rurales, des terres agricoles, acheter des terres dans des milieux, urbain. voilà, dans des centres urbains, à condition, pour le cas du Bénin, à condition que la réciprocité soit de mise. Si c'était un bien immobilier À Cotonou. à Cotonou, merci. Il faut que Un Béninois nous sachions, voilà, que le Béninois aussi a la a possibilité. la possibilité d'acheter des terres en plein centre de Togo, de Lomé, etc. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas lui en On vendre ne peut ici. pas lui en vendre ici. Voilà. Allez, Voilà. nous sommes presque au thème de cette émission. Vous avez vu dans tous vos développements, c'est le constat de série foncière sur le continent. Quelles sont vos propositions concrètes en tant qu'expert et médiateur pour sécuriser les terres et garantir les droits des générations futures? Alors, il faut déjà lutter contre le réchauffement climatique, reculer, qui embrasse beaucoup de terres. Il faut lutter contre le chômage. Il faut lutter contre le chômage. Et enfin, il faut adopter des structures, des réformes agraires qui vont en corrélation avec les normes locales des populations. Lorsque nous aurons appuyé sur ces trois leviers, nous allons constater que l'accaparement des terres en Afrique va prendre du recul. Allez, quelques questions flash pour véritablement conclure. L'accaparement des terres en Afrique, j'y arrive. Qui décide? Vous répondez de façon flash. Ce sont les gouvernants qui décident. Allez, qui profite? Juriste national, médiateur agréé près le CAMEC Bénin, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les politiques foncières. Bon courage à vous pour le travail très bien remarquable que vous faites dans le domaine foncier, pour nous éclairer de temps à autre sur des thématiques qui sont d'actualité sur le continent et dans notre pays. Merci d'être passé. Très bonne journée. Allez, à bientôt. Merci Eric. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Augustin Vidécon. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se reprend dimanche prochain. Passez un très bon mois de mars et bonne fête par anticipation aux femmes. C'est leur mois pour se réjouir, mais également pour réfléchir sur leurs conditions. On se reprend très vite.
Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier. La naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI au registre national des personnes physiques. Ce n'est à... Je me souviens du jour biographique, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est électoral. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement
ne s'oppose pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là,